Bonsoir, nous sommes le mercredi 9 décembre. Merci de nous retrouver pour cette nouvelle édition du 7-8, le journal, votre actualité locale, comme chaque jour, entouré de nos invités, mais également des journalistes de la rédaction. On commence tout de suite avec les titres de cette édition. La fête des Lumières célébrée en ce moment par la communauté juive, selon la tradition, se produisit le miracle de la fiole d'huile permettant aux prêtres du temple de faire brûler pendant 8 jours une quantité d'huile à peine suffisante pour une journée. Nous reviendrons sur cette tradition. Et le sommet mondial de l'environnement n'est pas encore terminé à Paris, mais nous ferons un premier bilan avec le groupe local de Greenpeace. L'organisation attend maintenant des actes après les déclarations. Et puis nous verrons comment les communes se préparent pour Noël en se fournissant en sapin auprès des pépiniéristes. Retour également sur le marché de Montigny-le-Bretonneux. Et pour commencer cette information, le bras de fer entre formations politiques se poursuit autour de la future gouvernance de la communauté d'agglomération de Saint-Quentin en Yvelines. Au 1er janvier, 5 nouvelles communes vont intégrer la Casquie et actuellement c'est le nombre d'élus accordés à l'opposition qui divise. Ainsi la gauche a décidé de ne pas siéger ce soir à l'ultime séance du conseil de la communauté de communes de l'Ouest parisien qui comprend Plaisir, Les Clés-sous-Bois et Villepreux. Elle dénonce une place trop importante réservée à la majorité dans le futur ensemble. Conseiller municipal PS aux Clés, Nicolas Huet, parle d'opacité et de manque de transparence. Présidente de la communauté de communes de l'Ouest parisien, Joséphine Koltzmann-Berger, des Républicains lui répond qu'il se trompe de combat. Elle évoque une fusion purement technique et dénonce une attitude politicienne pendant l'entre-deux tours de ces régionales. Et tout comme les chrétiens avec Noël, la communauté juive a dans la période de fin d'année un grand moment festif qui réunit toute la famille, Hanouka ou encore la fête des Lumières. Elle a été célébrée ce lundi soir sur le parvis de la gare de Montigny-le-Bretonneux. Fanny Bourdillon était sur place. Chassanissim, la votenu bayaïmaem bazemanazé. Amen. C'est en musique et en danse que Montigny-le-Bretonneux a fêté Hanouka ce lundi soir. Appelée aussi la fête des Lumières, elle a une portée symbolique très forte pour les Juifs. La coutume veut que l'on allume une bougie par jour de fête. On a l'habitude chaque année d'allumer pendant 8 jours, 8 bougies, chaque jour une bougie de plus, une bougie supplémentaire. Ce soir c'est la deuxième, hier soir c'était la première bougie. En fait, ce qui va se passer, c'est une réunion, justement une manifestation, pour pouvoir allumer cette deuxième bougie tous ensemble, afin d'ajouter de la lumière, afin d'éclairer un peu plus justement cette obscurité qui règne. 8 jours de festivités où l'occasion est aussi de se régaler de beignets en référence au miracle de l'huile. Hanouka vient aussi du mot chinuch en hébreu qui veut dire éducation. Donc c'est une fête beaucoup d'enfants, c'est une fête en famille. Il y a coutume de manger des choses à l'huile en fait, puisque c'est un miracle qui s'est fait avec la fiole d'huile au temple. Donc c'est pour ça que la raison pour laquelle nous avons des beignets, c'est la coutume de manger des beignets. Et donc puisqu'il y a des enfants bien sûr, se réunir dans la joie avec un peu de barbe à papa, des pop-corn, toujours dans la fête. Cette année, la fête des Lumières avait une résonance particulière après les attentats du 13 novembre et ceux de janvier qui ont notamment frappé la communauté juive. C'est une soirée ce soir de fête. Et je crois que face au terrorisme, il faut répondre comme on vit habituellement. On aime s'amuser, on aime la joie. Eh bien, démontrons que malgré tout ce qui se passe, on est toujours présent ici à Montigny. Hanouka est symbole de lumière sur l'obscurité, mais aussi plus largement de la paix sur la guerre. Et nous accueillons ce soir en plateau 3 militants Greenpeace, Xavier Haas, Cécile Cunin et Thierry Darab. Bonsoir à vous et merci d'être venus. Alors vous êtes ici ce soir car l'antenne locale de Greenpeace de Versailles organise une soirée de bilan de la COP 21 à Versailles le vendredi 11 décembre prochain. C'est l'occasion donc de décrypter la COP 21 qui se déroule en ce moment même au Bourget en France. Alors voilà, elle n'est pas encore finie, mais quel bilan vous en faites justement à quelques jours de sa fin ? Déjà, on va peut-être faire un petit rappel de ce qu'est la COP 21. Donc la COP 21, c'est la 21e conférence des parties organisée par l'ONU. Il y en a eu 21, une par an depuis la première en 1995 à Berlin. Et c'est la réunion de 196 parties, donc 196 gouvernements, qui en gros vont essayer de trouver des solutions au dérèglement climatique. En ce qui concerne les... Le bilan, on n'a pas encore le bilan en fait, puisque les négociations sont encore en cours. Il y a un texte qui doit être un texte quasi final qui doit être normalement fini aujourd'hui. Mais si vous organisez justement cette réunion, c'est pour en faire un bilan, vous savez certainement de quoi il va être question.
Nous, ce que demande Greenpeace, en fait, c'est de rester sous 2 degrés, c'est d'avoir 100% de renouvelables en 2050 et ainsi de suite. Après, on est inquiet sur un certain nombre de choses. Qu'est-ce qui vous a inquiété dans cette COP 21 précisément? C'est qu'il faudrait que ce soit un texte contraignant. Et là, le Alors texte justement, un texte contraignant, si on juridiquement, explique ce que c'est. Voilà, pour les États. Pour les États, justement, les 196 qui sont présents à la COP 21, pour justement atteindre ces objectifs de rester sous l'augmentation de 2 degrés. Et donc là, le texte aujourd'hui est en cours de finalisation avec la traduction juridique et linguistique. Donc ça se fait en ce moment. Là, on n'a pas vu les dernières modifications. On espère qu'il sera contraignant, mais on a des doutes. Oui, mais à 2 jours de la fin, en fait, les grands sujets ne sont pas réglés. On ne sait pas si on restera sous 2 degrés. On ne sait pas si les financements seront débloqués. On ne sait pas si le texte sera contraignant. Donc aujourd'hui, en fait, rien n'est réglé. À 2 jours de la fin, on est un peu... Vous attendiez plus de réponses plus rapidement Déjà, dans le texte, à la dernière version qu'on a pu voir, il n'y avait pas de mention d'énergie fossile ou énergie renouvelable. Donc, alors que le GIEC dit que pour limiter l'augmentation de la température, du réchauffement climatique, il faudrait laisser 80% des énergies fossiles sous le sol. Il y avait d'autres sujets peut-être abordés qui n'ont pas été assez mis en avant dans cette COP21 ? D'autres sujets, disons que la problématique du climat est générale. On parle beaucoup du climat, on parle beaucoup d'énergie, mais on parle assez peu par exemple d'agriculture. C'est quand même quelque chose qui, à Greenpeace, nous tient à cœur. Une grosse ou part encore de problématiques comme la déforestation, mais de façon plus... qui sont des problèmes en dehors du climat, en fait, en quelque sorte. Enfin, tout ça est lié, mais je veux dire des problèmes en tant que tels. Et il faut arrêter, peut-être parler un petit peu moins... de toujours réduire, tout est chiffré, enfin, tout ça c'est quand même une attitude un peu globale à avoir. Donc voilà, selon vous, la COP21 reste un petit peu obscure au niveau des enjeux. Vous comprenez bien notamment qu'il est du devoir des gouvernements de faire ça. Qu'est-ce que vous lui reprochez justement à cette COP21 ? Qu'est-ce qu'elle aurait dû être selon vous ? Il y aurait d'autres choses, faire intervenir d'autres acteurs pour que ce soit plus efficace ? Ce qu'on peut reprocher déjà, c'est les sponsors de la COP21 qui se présentent comme des solutions aux problèmes alors qu'elles sont les problèmes. Il y avait donc EDF et Engie par exemple. Donc Engie, c'est 4% de renouvelables sur toutes ces activités. Et donc c'est un problème en soi et eux se présentent comme une solution. Le signal est faussé. Et par exemple, quand on dit que la COP21 est organisée au Bourget, vous trouvez ça aussi choquant ? Le report du Bourget ? C'est un reproche qui a été fait, non ? Non, il fallait un lieu. Le Bourget, peu importe. Mais le cas des sponsors est quand même très gênant. Et puis aussi le fait que les parties civiles n'aient pas accès à certaines des délibérations qui se font en huis clos. De ce qu'on a compris, les sessions de travail étaient fermées aux ONG. C'est quand même un problème pour ceux qui... Alors que la population est clairement la première visée par toutes ces... Et on a aussi l'impression qu'il y a plus de lobbyistes en fait, que d'ONG dans les couloirs. Il y a justement eu le 28 novembre dernier à Versailles un rassemblement anti-COP 21 avec donc, des zadistes de Notre-Dame-des-Landes. Vous y étiez, qu'est-ce que vous en avez pensé ? Qu'est-ce que vous pensez de cette initiative ? Alors déjà, on y était en tant que citoyen, pas en tant que Greenpeace. Mais anti-COP 21, c'est quand même fort. Vraiment. Non, ils ne sont pas anti-COP 21 parce que c'est comme ça que s'appelait leur rassemblement. Oui, ils disent ça pour dénoncer justement l'omniprésence de ces multinationales qui sponsorisent, qui sont présentes partout au Bourget, au Grand Palais avec l'exposition Solutions COP21. Et donc, quand on voit tous ces acteurs-là présents, c'est difficile de croire qu'un accord va aboutir. Oui, c'est ça en fait. Et puis reprendre le sujet de Notre-Dame-des-Landes en pleine COP21, c'est quand même très C'est fort. un très mauvais signal. Oui. Vous auriez préféré d'autres solutions, peut-être des ONG engagées dans la COP21, parce qu'il faut aussi proposer des solutions, vu que forcément la COP21 ne plaît pas à tout le monde. Pourquoi pas, oui, qu'il y ait plus d'acteurs qui soient... Qu'est-ce que vous auriez aimé que le gouvernement fasse appel à vous, par exemple, à Greenpeace Les ONG sont au Bourget, mais elles sont là... on ne les laisse pas vraiment s'impliquer, elles sont là un petit peu, on a l'impression pour le décor, et on leur demande... Elles donnent leur avis de temps en temps, mais s'il y a des sessions qui se déroulent sans elles, c'est sûr que c'est difficile d'y voir quelque chose de positif et de complètement transparent. Elles ne font pas partie des négociations. Oui, le débat est fermé. Est-ce que les citoyens, enfin les Français en règle générale, sont assez impliqués dans cette COP21 selon vous, quand vous discutez avec les gens, quand vous allez vers eux ? C'est vraiment un sujet qui mobilise les jeunes, les personnes plus âgées, ou est-ce que vous avez l'impression que les Français passent un petit peu à côté de ce sujet-là ? C'est difficile à dire, parce qu'on voit vraiment tout, des gens qui
s'en fichent complètement, d'autres qui sont impliqués. Mais notamment, par exemple, le week-end dernier à Montreuil, il y avait le sommet citoyen pour le climat, et il y avait beaucoup de monde, donc avec beaucoup d'ONG présentes pour présenter ce qu'elles jugent être les vraies solutions face au climat, face au réchauffement climatique. Et il y avait beaucoup de monde, donc ça laisse penser que de plus en plus de gens s'y intéressent. Ouais. Oui, il y aurait eu 3000 visiteurs, donc ça montre quand même une certaine... Et selon vous, sur quoi il faut insister pour qu'il y ait peut-être une prise de conscience, parce que finalement c'est un sujet qui concerne tout le monde, tous les citoyens de cette planète? Et je pense qu'il faut que les gens prennent conscience en fait, du fait qu'ils sont en fait, impliqués et que le réchauffement climatique en fait, va avoir des impacts sur leur vie, sur l'économie, sur beaucoup de choses. Et je pense que les gens ne sont pas assez conscients de ça. Et comment alors les mobiliser, vu que le gouvernement a quand même du mal? C'est nous, de votre ressort? Nous, on est souvent on est là dans la pour rue. ça. Oui, nous on tracte, on informe les gens. C'est pour ça d'ailleurs que le vendredi 11 décembre, on fait une réunion d'information à Versailles. Il y a un grand rassemblement à Paris samedi, justement, citoyen. Oui. Comment cela va un petit peu se passer? Vous appelez les gens à venir participer? Oui. Oui, tout à fait. Oui. Au Et ce Champ des sera, Mars, en fait, samedi. Ouais. Et ce sera un rassemblement. Qu'est-ce qui va se passer un petit peu pour ceux qui souhaitent peut-être s'y Alors, rendre? on ne peut pas encore tout dire parce que nous-mêmes, on ne sait pas encore comment tout va se passer exactement. Avec l'état d'urgence, il y a eu des tas de choses qui ont dû être annulées et repensées. Donc le mieux, c'est pour ceux qui sont intéressés, c'est de taper d12.paris sur Internet et de suivre un peu comment les choses vont s'organiser. Mais il y aura un rassemblement. Oui. Et le message du rassemblement, en fait, c'est qu'on ne laisse pas la COP21 aux politiques et c'est que c'est la société civile qui aura le dernier mot. Alors justement, vous organisez donc la soirée le vendredi 11 décembre, donc soirée post-débat post-COP21. Il y a donc qu'est-ce qu'on va faire après, justement? C'est après la COP21 que tout commence, selon vous? Que tout continue. Que tout continue? Oui, parce qu'on ne peut pas dire que ça a commencé à la COP21, c'est quand même la 21e, il serait temps de faire quelque chose. Et voilà, ça continue parce que clairement, on est quand même un petit peu suspicieux sur les résultats qui vont sortir de cette COP. Et puis de toute façon, c'est un sujet qui concerne directement les citoyens. Donc c'est quelque chose qui a toujours appartenu aux citoyens, qui leur appartiendra toujours. Et il faut absolument continuer à se mobiliser. Et il faut une prise de conscience réelle, qui ne soit pas seulement passagère parce qu'on en parle dans les médias. Enfin, bien sûr, ça va plus loin. Alors je le rappelle, donc le vendredi 11 décembre à 19h30 à la maison de quartier de Porchefontaine à Versailles, donc la soirée débat post-COP21. Donc voilà, vous invitez tout le monde à s'y rendre pour s'informer et débattre avec vous. Merci beaucoup d'être venu sur notre plateau et d'avoir répondu à nos questions. Merci. Et le meilleur apprenti de France cette année vient de Voisin, le Bretonneux. Nous en parlions la semaine dernière. Gwendal a rapporté lundi la finale nationale qui a confronté les 10 meilleurs jeunes de l'année, étudiants au centre de formation Ferrand à Jouy-en-Josas. Gwendal est en apprentissage à la ferme de Voisin. C'est dans ce restaurant gastronomique de l'agglomération qu'il a pu faire ses armes. Il sera notre invité mercredi prochain avec son maître d'apprentissage, Romain Guiquel. Et il y a un an, l'agglomération de Saint-Quentin en Yvelines a approuvé le PLD, le plan local de déplacement. Ce plan concerne tous les modes de déplacement, véhicules personnels, transports en commun, mais aussi les modes actifs que sont la marche ou encore le vélo. Hier, la communauté d'agglomération rassemblait les divers acteurs, comme le STIF, le conseil départemental ou les communes, pour tirer un premier bilan. On fait le point ce soir avec Mélanie Poquet. Bonsoir Mélanie. Bonsoir Florent. Alors, ce plan local de déplacement est un long projet de la communauté d'agglomération. Le premier PLD a été approuvé en 2003 et s'inscrit dans le PDUIF, le plan de déplacement urbain d'Île-de-France. Celui-ci prévoit notamment de réduire de 20% les émissions de gaz à effet de serre d'ici 2020. La CASCI réalise actuellement un bilan carbone du PLD dont les résultats devraient être connus à la fin de l'année. Écoutez Maëlys Florier, la responsable service nouveaux usages des mobilités de la communauté d'agglomération. Ce qu'on fait aujourd'hui dans les déplacements, c'est de dire vous avez un bouquet de modes de transport. Alors les Québécois appellent ça le cocktail transport, mais on vous offre un panel de solutions. Et suivant le moment, l'heure de la journée, à un moment donné, c'est la voiture qui est la plus efficace. Le matin, pour aller au travail, c'est sûrement les transports collectifs. Entre midi et 2, le vélo, c'est très bien. Alors les Saint-Quentinois effectuent chaque jour 500 000 déplacements, ce qui représente 3,5 déplacements par jour et par personne. Quels sont leurs modes de transport privilégiés, Mélanie? Alors, sans surprise, c'est la voiture qui est la plus utilisée. On le voit bien chaque matin et chaque soir. Ça représente 51% des déplacements. Les modes actifs, eux, représentent 31%. Et le troisième mode, ce sont les transports en commun avec 15% d'utilisateurs. On écoute à nouveau Maëlys Florier.
On est en termes d'augmentation d'usage, aujourd'hui on est constant, on ne perd pas d'usagers, on n'en gagne pas. On pense qu'on va en gagner quand on réussira à réaliser les projets d'aménagement en faveur des bus, par exemple sur la RD 912 pour aller à Saint-Pierre, l'aménagement entre la gare de Trappes et la gare de la Verrière. Des lignes de bus ont été renforcées comme la 463 qui relie Élancourt à Montigny et la 475 qui permet de partir d'Élancourt pour se rendre à la porte d'Orléans. La première a vu sa fréquentation augmenter de 21% entre 2012 et 2014 et pour la seconde c'est plus de 83%. Pour l'année 2016, ce seront les lignes 415 et 439 qui seront renforcées. Alors l'un des axes du PLD, c'est aussi l'information auprès des usagers avec un guide de la mobilité. Dans la gare de Saint-Quentin en Yvelines, des écrans présentent les horaires des bus et la localisation des arrêts, soit la gare routière Paul de Louvrier, celle des Prés ou la station souterraine. Et ça va se développer sur le réseau plus généralement. Oui, Florence, parce que d'ici juin 2016, 158 des 700 arrêts présents sur la Casquie seront équipés de bornes d'information. Ces bornes indiqueront les prochains passages de bus aux abris ou aux potelets. Ce sont les arrêts non protégés. 8 bornes sont déjà en place sur la ligne 414, on le voit à l'image. Elle relie Montigny-le-Bretonneux à la gare de Trappes. Didier Blanchet est directeur de Skibus, il nous explique le principe. Il y a deux types d'indications. Il y a des indications en temps réel des 2 prochains passages des autobus. Et il y a une information à caractère plutôt exploitation, s'il y a des difficultés liées à une congestion de circulation, s'il y a un accident, un feu dans une commune. Et là, le régulateur qui sera positionné au siège social de l'entreprise Skibus pourra délivrer un message pour tout ou partie des points d'arrêt concernés par cet impact sur la circulation. Alors en termes de déplacement, de transport, on a souvent tendance à penser voiture ou encore transport en commun, mais il y a aussi les modes actifs, c'est-à-dire la marche à pied ou le vélo, et le PLD cherche là aussi à les développer. Notamment du côté des cyclistes, des itinéraires ont été aménagés ou sont en cours d'aménagement. L'accent a été mis notamment sur la sécurité des traversées de grands axes ou de carrefours dangereux et des services vont être mis en place, ce que nous explique Maëlys Florier. C'est aussi le projet de vélo-station en gare de Saint-Quentin, où là on va apporter du stationnement sécurisé, des vélos en location, de la réparation avec un atelier. Donc accompagner le développement du vélo aussi par les services, pas juste par l'infrastructure. Le PLD concerne aussi la sécurité routière, la sécurisation des piétons, les transports de marchandises ou encore le stationnement des véhicules. Donc pour ceux qui voudraient se renseigner en profondeur sur le plan local, le document est disponible sur le site internet de la communauté d'agglomération de Saint-Quentin-en-Yvelines. Merci beaucoup Mélanie. Et maintenant un tout autre sujet, nous allons parler Noël. Il va orner votre salon pendant plusieurs semaines. Certains le choisissent en synthétique et d'autres le préfèrent au naturel. Nous parlons bien évidemment du fameux sapin de Noël, cette décoration emblématique servant à souligner une tradition païenne. À l'approche des fêtes, les municipalités aussi passent leur commande. Dans la commune de Bazoches, par exemple, c'est une tradition à laquelle on ne déroge pas. William L. et Patrick Jacques de Dixmude. Cela fait plus de 10 ans que Daniel Barbier fournit des sapins pour la commune de Bazoches. Ce pépiniériste de la vallée de Chevreuse permet à ses clients de choisir leurs sapins dans sa plantation. Aujourd'hui, Daniel Barbier prépare sa commande à livrer pour la commune. Plusieurs petits sapins, mais surtout un grand Norman de 6 mètres de haut qui ornera la place de l'église. Il y a 4 mètres, 50, on passe ça dans les filets. Donc c'est quand même... Mais là, passer 6 mètres, il faudra un entonnoir beaucoup plus gros. Donc on attache avec de la corde assez solide, surtout dans le bas. Et puis après, surtout, faire attention de ne pas casser la tête. Le transport, c'est l'étape la plus délicate de l'opération. Coût total 1 000 € pour le maire de Bazoches. Ces frais sont indispensables pour ce village de 600 habitants. Une dépense qui est planifiée tous les ans dans son budget. On est sur un budget global d'1 million d'euros, un petit million d'euros. Là, on parle de 1 000 €. 1000, 1500 selon les années, parce qu'on réutilise le matériel de l'année dernière, notamment les guirlandes, bien évidemment, toute la décoration. Et même si les prix augmentent un petit peu, les sapins, on pourra quand même se les payer encore quelques années, j'espère. Le sapin arrive et tout le monde met la main à la pâte pour le dressage. Le maire et ses adjoints s'occupent personnellement du montage et des décorations qui illumineront le petit village jusqu'à la fin des fêtes.
Et il a failli être annulé, mais heureusement, finalement, il a bien eu lieu. Je parle bien sûr du traditionnel marché de Noël de Montigny-le-Bretonneux du 4 au 6 décembre. Pendant 3 jours, plus de 15 000 visiteurs sont venus profiter de la 24e édition de ce rendez-vous qui réunissait 54 exposants de produits alimentaires et 73 artisans. Sephora Namani et Patrick Jacques de Dixmude. Samedi dernier, 11h, inauguration de la 24e édition du traditionnel marché de Noël de Montigny-le-Bretonneux. Un marché apprécié pour son atmosphère festive et la fidélité des exposants qui reviennent chaque année, comme Michel Henry depuis 17 ans. Oui, il y a une clientèle très très fidèle. Il y en a à la fois pour la qualité des exposants, l'accueil, ce que je vous ai dit précédemment, et aussi pour la fidélité, on va dire, des exposants. Alors fidélité des exposants et fidélité aussi de la clientèle, c'est une bonne synergie. Nous venons tous les ans acheter ce Cantal vieux et les petits chèvres. Et comme on est très content, on revient régulièrement. Plus de 15 000 visiteurs sont venus profiter des créations originales et gourmandises proposées par les 54 exposants de produits alimentaires et des 73 artisans présents pour l'occasion. Les villes jumelées étaient également associées à ce rendez-vous qui a bien failli ne pas se faire en raison du contexte national. Suite aux événements, on s'est tous posé les questions si on devait maintenir des manifestations populaires. Et aujourd'hui, quand je vois tous les exposants heureux d'être ici à Montigny, ils ont parcouru des centaines de kilomètres pour être là. Et quand je vois le nombre de visiteurs présents, je crois que nous avons pris la bonne décision. Très bien. Comme d'habitude, c'est pour ça qu'on a fait la route et on espérait bien qu'il aurait lieu malgré tous les événements. Entre le Père Noël, la pêche à la ligne et la piste de ski de fond artificielle, petits et grands ont eu une impression de vacances à la montagne tout au long des 3 jours du marché. Et pour la 3e année consécutive, le réseau Century 21 France organisait sa collecte de jouets en faveur des familles défavorisées. La soirée de remise des jouets aux associations a eu lieu mardi 8 décembre, avec cette année un record avec plus de 4000 jouets collectés au mois de novembre. La Croix-Rouge française et l'association Enfance et Partage pourront donc garnir les sapins des enfants démunis de la commune. Toutes les familles de Trappes étaient invitées à cette fête, ainsi que les commerçants et chefs d'entreprise qui ont participé à l'opération. Ouria El Hadj, directrice de l'agence Century 21 de Trappes, a insisté sur l'importance de cet événement pour les habitants. Le but, c'est en premier plan, c'est d'avoir des fonds pour qu'on puisse entamer la période hivernale comme il se doit. Et aussi, le but, c'est aussi de vendre des vêtements de bonne qualité à un prix défiant toute concurrence, c'est-à-dire à 1 euro symbolique. Et le 3 décembre dernier, la proposition de loi de François de Mazières, député d'hiver droit de Versailles, et de son homologue Serge Grouard, les Républicains du Loiret, discutée devant l'Assemblée nationale, a été rejetée. Signée par 70 députés, celle-ci visait à faciliter la rénovation des casernes de gendarmerie en utilisant les crédits de l'Agence nationale pour la rénovation urbaine. Des casernes vétustes et délabrées comme la cité d'El-Pal de Satory, construite en 1935 et aujourd'hui proche de l'insalubrité. Satory constitue la plus importante implantation de gendarmes en France, avec la présence de 6 escadrons mobiles et du célèbre GIGN, soit 1500 militaires qui vivent dans des conditions précaires. On écoute Kevin Crombez au micro de Sephora Namani. La cité d'El-Pal, donc une caserne bâtie dans les années 30, si je ne me trompe pas. Il y a plusieurs problèmes majeurs, dont notamment le vitrage qui fait 2 mm d'épaisseur. Au niveau isolation thermique, ce n'est rien, c'est du papier. C'est dommage que ces coupures d'eau chaude, ce vitrage et autres deviennent une véritable habitude et que ça rentre dans le sens commun. Alors que si on va dans le secteur civil, jamais ça passerait dans le sens commun. C'est bien dommage. C'est la fin de cette édition. Merci de nous avoir suivis. Tout de suite, vous avez rendez-vous avec Sephora Namani pour une nouvelle édition du magazine Kiosque, votre magazine culturel. Quant à moi, je vous retrouve demain à 18h pour une nouvelle édition du 7-8, le journal en direct. Je vous souhaite donc une excellente soirée.